Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. En effet, comme vous le savez, je suis un romancier et j'ai écrit une trilogie au sujet de l'autoritarisme et les origines de ces idées. Et à ce moment-là, parce que le roman a été un petit peu polémique, je développe une thèse de doctorat pour la Sorbonne sur le fascisme et une compréhension du fascisme un petit peu... Oui, ok. Et une compréhension du fascisme comme un mouvement un petit peu différent de celui qu'on pense. Pour commencer, il faut dire que nous parlons en général des idéologies sont vraiment c'est un sujet presque religieux, dans le sens où, quand on touche sur la religion, on touche sur des convictions que les gens ont et sont très facilement offensés par des observations. Et puisque nous sommes à l'université, ce que je présente, c'est un regard plutôt académique et je présente toujours les choses dans le domaine de la religion et je trouve que dans les idées politiques, il y a beaucoup de religieux parce que ce sont des convictions très fortes. Je touche avec un regard critique et aussi sans avoir en considération les tabous et les dogmas qu'on trouve dans les religions, y inclut le discours politique. Alors, c'est je pense, un élément très important pour comprendre ce que je vais présenter aujourd'hui. Quand on parle de fascisme aujourd'hui, on parle d'un concept qui est devenu un mot d'insulte, on dit en français, d'insulte. Alors, tu es un fasciste, c'est dire une chose vraiment très mauvaise, c'est une personne très méchante, c'est vraiment une chose inacceptable. Mais il faut comprendre le fascisme dans le concept de l'histoire des idées. Et pour comprendre le fascisme, il faut comprendre le socialisme, parce que le fascisme, c'est un mouvement, en réalité un mouvement socialiste. Voilà un premier tabou. C'est un tabou qui a été créé en 1945 après la défaite des fascismes, mais en effet, ce sont des mouvements socialistes, de socialisme nationaliste. Par rapport aux autres socialismes. Le socialisme est d'une certaine façon aussi une religion, comme nous trouvons par exemple avec la religion chrétienne. Il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes. On trouve dans l'islam les chiites, les sunnites et tout ça. Dans le socialisme, il y a aussi des différents courants qui se dégladient, qui luttent entre elles, mais sont en réalité le même concept. Alors, toute cette histoire commence avec la révolution industrielle. La révolution industrielle en Angleterre, et puis ça a abouti au libéralisme, et ça a créé un mouvement de réaction à la révolution. Et dans cette époque, il faut comprendre qu'avec la révolution industrielle, il y avait des machines dans l'agriculture qui ont commencé à arriver à l'agriculture. Alors il y a beaucoup de gens qui étaient au chômage dans les champs. Et alors ces gens sont allés aux villes où il y avait des usines. Et ils travaillaient dans conditions vraiment très difficiles, de totale exploitation. Et ça a créé un mouvement de réaction. Alors, quand je dis le mot réactionnaire, c'est pas dans le concept politique, mais de réaction à la révolution. Nous avions la révolution libérale, la révolution industrielle qui a amené au capitalisme, et nous avons un mouvement de réaction aux conditions qui ont été créées d'exploitation. Sont des idées socialistes
très forte en France. Jean-Noël Babeuf, c'était on dit le premier communiste comme dans le mouvement moderne. Et puis il y avait Proudhon, il y avait Robert Owen en Angleterre, il y avait un tas de mouvements socialistes de retour à l'origine. Par exemple, les socialistes anglais parlaient de le retour à l'Angleterre verte. Voilà la réaction à la révolution industrielle, parce que c'était l'Angleterre noire des usines. C'était vraiment un mouvement réactionnaire dans le sens de réaction à cette révolution industrielle. Et alors, il y avait un tas de mouvements socialistes qui ont été créés. Et à cette époque-là, 19e siècle surtout, il y a un changement aussi au domaine des sciences. Nous avions Newton, c'est vraiment le 18e siècle, mais, Newton, et puis 19e Darwin, et toutes ces idées qui ont présenté l'univers comme un univers des règles. Avec Newton, on peut faire le calcul où est-ce que la Lune sera. Si on connaît sa position, sa vitesse, sa direction, on peut savoir que demain, elle sera là. Alors, Newton a amené un univers mécanique. Et le développement des sciences ont amené aussi à un univers mécanique, la chimie, tout ça. Avec cet élément, ça va donner une explosion. Et c'est inévitable, c'est de la loi, les lois de la nature. Et alors, même dans le mouvement socialiste, il a été créé un mouvement en Allemagne qui disait on peut aussi trouver les lois de la nature humaine, de la société. Et le socialisme, il peut devenir socialiste. Pardon, il peut devenir scientifique. Le socialisme, et c'est évidemment le marxisme. C'était Marx, avec Engels, ils ont créé cette idée. On fête maintenant les deuxièmes centenaires de Marx, et il a été créé cette idée que comme on peut réduire l'univers aux lois de Newton, ou à la biologie, aux lois de Darwin, aussi la société peut être réduite à des lois. Et ces lois nous présentent une société humaine où les événements deviennent inévitables. Vraiment comme la mécanique de la chimie ou de la physique. Par exemple, si on arrive... tout a commencé avec la société primordiale, et il faut souligner que ces idées sont religieuses, parce que vous voyez avec la tradition judaico-chrétienne, nous avions la société primordiale de Adam et Ève. C'est évidemment le paradis original, et nous trouvons dans le discours marxiste cette société primordiale où tout le monde partage tout. Et puis, nous avons dans la religion le péché original, la pomme, et le péché original du marxisme, c'est le moment où la propriété privée est apparue, et puis l'expulsion du paradis. Et c'est la société industrielle. Et puis, la délivration, ça veut dire le paradis qui reviendra. Ça sera la révolution du prolétariat, et ça va devenir, la société va devenir comme la société primordiale, une sorte de paradis. Alors, c'est vraiment une idée religieuse, où le temps devient même comme un dieu. Parce que il y a une direction dans l'histoire, comme dans la religion. Effectivement, ce sont des idées religieuses. Il y a une forte croyance. En effet, le manifeste communiste, son premier nom, il a été écrit vraiment par Engels, c'était le manifeste de foi des communistes. C'était le premier nom. L'évangile de foi des communistes. Et puis il a changé le nom pour le manifeste communiste. Et on trouve ici toujours ces idées religieuses cachées
cachées. Souvent même, on ne se rend pas compte qu'elles sont religieuses, mais elles y sont, effectivement. Et cette idée de délivrance. Alors, Marx et Engels y ont écrit beaucoup de fois que la révolution du prolétariat, elle est inévitable. Et il y a la société féodale, et puis après la société féodale, inévitablement, elle aboutira au capitalisme, à la bourgeoisie, ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne. On appelait dans ce langage la bourgeoisie, elle est mercantile pour le commerce, et elle va développer le capitalisme, et le capitalisme c'est nécessaire. On ne peut pas aller du féodalisme au communisme. Non, c'est comme vraiment la chimie et la physique, il y a des mouvements nécessaires et inévitables. Alors, après le féodalisme, le capitalisme, inévitable. Et après le capitalisme, il y a des contradictions qui vont aboutir au socialisme, à la révolution. Et Engels a même écrit, tous les communistes savent qu'il ne faut pas faire la révolution. Il ne faut pas faire des conspirations, parce que ce sont des résultats inévitables et presque mécaniques. OK ? Évidemment, ils ont prévu. En effet, on trouve ça dans les évangiles, quand on lit le Nouveau Testament, on écoute Jésus qui dit Dieu, le paradis, le royaume du ciel, il viendra à la terre dans notre vie, bientôt. Et en effet, on trouve la même promesse chez Marx et Engels. Ils disent non, la révolution, elle va se passer dans quelques années. Et ça sera le paradis. Okay? C'est le même message religieux. Et évidemment, les années sont passées, il n'y avait pas de révolution. Comme dans le christianisme, il n'y avait pas le royaume du ciel, le royaume de Dieu n'est pas venu sur la terre. Alors, ils ont réinterprété le message. Mais c'était une chose très difficile parce que Marx et Engels, ils ont écrit ce que Engels appelait la Bible du socialisme, c'était le Capital. Et le mot Bible du socialisme, c'est le mot de Engels, c'est une expression qu'il a utilisée, encore une expression de nature religieuse, comme vous remarquez. Et ils attendaient pour la révolution, mais rien ne s'est passé. Marx est décédé, pas de révolution, et Engels est décédé, pas de révolution. Pendant que Marx et Engels ils étaient vivants, c'était impossible de dire ils sont trompés, parce que c'était un dogma. On dit ça en français, dogma. C'est vraiment comme la religion. Ce sont des vérités qu'on ne peut pas questionner. Et c'est inquestionnable qu'il y aura une révolution. Mais après que Engels est décédé, il faudrait répondre à cette question. Pourquoi est-ce que la révolution originale ne s'est pas passée? Et alors, c'est des mouvements socialistes ont commencé à faire des révisions. La première grande révision, c'était Edward Bernstein. C'était un Allemand, un socialiste allemand. Il était le bras droit de Engels, l'homme à qui Engels donnait la plus grande confiance. En effet, il a désigné Bernstein comme l'auteur du Capital, le 4e tome. Alors, c'était vraiment un socialiste très important, Bernstein. Et Bernstein, il a écrit un livre, à vrai dire, il a commencé pour écrire des articles, et puis il a écrit un livre très polémique chez les socialistes, où il a dit, Marx, il s'est trompé. En effet, la révolution, elle n'est pas là, elle n'aura pas lieu. Et ça, c'était presque révolutionnaire chez les communistes, dire une chose ainsi. C'était une blasphème, et très polémique. Mais il a dit encore plus. Il a dit, en effet, non seulement il n'aura pas de révolution, mais il ne faut pas qu'il y ait une révolution. Parce que nous ne sommes pas, la société libérale, capitaliste, n'est pas une société féodale. Elle peut se régénérer, elle peut se réformer par elle-même. Et c'est vrai qu'il y a des conditions très mauvaises chez les travailleurs, mais les conditions
ont beaucoup s'amélioré. Par exemple, il a fait une étude sur le peuple en Angleterre. Il a trouvé que les gens en Angleterre, au commencement du 19e siècle, ne mangeaient pas de la viande, les travailleurs, et au milieu du siècle, ils mangeaient déjà de la viande. Et manger de la viande, à cette époque-là, c'était un signal de richesse. Je ne sais pas comment on dit en France, mais au Portugal, on appelle les Anglais les bifs. Les bifs. Et pourquoi on appelle les bifs? Parce que c'était des travailleurs qui mangeaient de la viande. C'est l'origine de cette expression. Et en effet, ce que Bernstein a dit, c'est que le capitalisme, il va créer la richesse. Et alors, si on va détruire le capitalisme, on va détruire la richesse. Et le futur du socialisme, c'est le socialisme libéral. Le libéralisme, ce n'est pas une chose mauvaise, comme on pensait, mais puisqu'il a la capacité de régénération, ce que l'on ne trouvait pas chez le féodalisme, mais dans le capitalisme, il a cette possibilité de régénération. Alors, le futur du socialisme, c'est utiliser la capacité productive du capitalisme et utiliser la capacité distributive du socialisme. Le socialisme, il ne sait pas produire. Il sait distribuer, mais pas produire. Le capitalisme, il sait produire, mais il ne sait pas distribuer. Alors, c'est une alliance socialisme-libéralisme. Et il a dit aussi, parce que chez Marx, le manifeste communiste commence par dire que les travailleurs, ils n'ont pas de patrie. Et il a dit dans son bouquin, Bernstein a dit non, effectivement, il y a des patries, il y a des nations. Le marxisme essaie de nier une chose qui est évidente. Et alors, il a créé un mouvement, tout un mouvement qui a abouti aujourd'hui à ce qu'on appelle la social-démocratie. C'est le commencement, c'est des idées de Bernstein qui a présenté toutes ces idées. Il a dit aussi une autre chose, chez les marxistes, le prolétariat, ça veut dire les travailleurs, ils vont être la classe dominante, parce que c'est toutes des luttes de classes. Ils vont devenir dominantes, ils vont subjuguer les autres. Et Bernstein l'a dit, non. En effet, il n'y a pas des classes privilégiées. Toutes les classes ont les mêmes droits. Il n'y a pas des classes avec plus de droits que les autres. Parce que Marx, il disait que le prolétariat, il était au-dessus des autres. Et il a dit, non, c'est trompé. Alors ça, c'est le premier grand révisionnisme qui aura une très grande influence sur la social-démocratie et sur le fascisme. C'est pourquoi j'ai parlé de Bernstein. La deuxième grande révision a été amenée par un Français. Ça s'appelle Georges Sorel. Il a écrit le livre le plus important, à mon avis, du XXe siècle. C'est un livre, aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup, mais il a beaucoup influencé le XXe siècle. Il s'appelle « Réflexion sur la violence ». Okay? Ce livre-là, il va essayer de redevenir au marxisme des origines. C'est une réaction à Bernstein, et il va dire non, il faut faire la révolution. La seule révision qu'il fait chez Marx, c'est la révolution, elle n'est pas inévitable. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas inévitable? Parce qu'il est évident qu'elle n'est pas inévitable, puisqu'il n'avait pas de révolution encore. Alors il a dit, non, il faut parce que les travailleurs, ils sont trop ignorants. Alors il faut qu'il y ait une élite qui amène les travailleurs à la révolution. Il a appelé ça une vanguarde. Une vanguarde. Et c'est un mot qui aura un très grand réflexe sur les communistes et sur les fascistes aussi. Et il a dit, il faut encourager la violence. Réflexion sur la violence. Pourquoi? Parce qu'avec la violence, si la société devient plus violente, ça va amener les gens à faire la révolution. Et il faut faire la révolution. Okay? Et une troisième idée chez Sorel, c'est il faut encourager les gens à faire la violence. Et comment on fait ça? Avec des mythes. Alors, on amène un mythe, une chose que les gens vont croire très fortement, et puisqu'elles croient à ça, elles vont faire la révolution. Alors, ce sont des idées de Sorel qui auront une très grande influence chez les communistes et chez les fascistes. La troisième révision, c'était d'un Autrichien qui s'appelait Otto Bauer. Otto Bauer, il vivait dans l'Empire autrichien,
qui avait beaucoup de nationalités. Il avait des Hongrois, il avait des Roméniens, il avait des Tchèques, il avait des Allemands, des Croates. Il avait un tas de nationalités chez l'Empire autrichien et hongrois. Alors, il a compris, il a vérifié qu'au début du fait que le manifeste communiste commençait avec les mots « les travailleurs n'ont pas de patrie », il a remarqué que les prolétaires, par exemple tchèques, ils avaient des rapports de confiance et fidélité plus forts avec les bourgeois tchèques qu'avec les prolétariats allemands, les prolétaires allemands. Alors il a remarqué que le sentiment de nation était plus puissant que les sentiments de classe. OK? Et alors il a dit, en effet, si on remarque bien, l'internationalisme, c'est un concept bourgeois. Pourquoi? C'est un concept capitaliste. Pourquoi? Parce que dans le capitalisme, l'argent, il n'a pas de frontières. Le même euro qu'on trouve au Portugal, il est en France. Le dollar américain, il va partout. Alors, ceux qui voyagent sont les bourgeois. Ils sont des cosmopolites, des gens qui parlent plusieurs langues. Le peuple, il n'a que la terre. Il n'a que sa terre. Et il ne voyage pas. Alors, le peuple, il est nationaliste. Il n'est pas internationaliste. Alors, Marx, il s'est trompé. Le vrai socialisme, c'est le socialisme nationaliste. Et ça a une très forte influence chez les socialistes italiens. Alors, vous avez les trois révisionnismes, Bernstein avec la social-démocratie, Sorel avec la violence et les mythes et l'avant-garde, et troisièmement, Otto Bauer avec le socialisme nationaliste. Ces idées sont arrivées en France, les idées de Otto Bauer et de Bernstein, et évidemment Sorel il était ici, sont arrivées en Italie. En Italie, le Parti socialiste, le vrai chef du Parti socialiste, à cette époque-là, il faut dire, socialisme et communisme sont des synonymes. Aujourd'hui, les communistes c'est une chose, le socialiste c'est une autre chose. Mais à cette époque-là, c'était la même chose. On utilisait sans différence le deux mots. Alors, le Parti socialiste italien, il avait trois groupes. Il y avait, et ça a commencé avec deux groupes. Les socialistes réformistes et les socialistes révolutionnaires. Les réformistes disaient il ne faut pas avoir les révolutions, on peut faire, c'est comme Bernstein. Ça aboutit au socialisme aujourd'hui. Et les socialistes révolutionnaires, ça aboutit aux communistes. Okay? Il faut faire la révolution. Et le chef des socialistes italiens, c'était un homme qui s'appelait Benito Mussolini. C'était le chef. Il était le directeur du journal communiste qui s'appelait Avanti. Je ne sais pas quel est le titre en français d'Avanti, mais tous les pays ont un journal avec ce titre-là. L'origine, c'est Vorwärts, c'est le titre du journal des communistes allemands, et ça veut dire Avanti. Alors, Benito Mussolini, il était le chef des socialistes, et avec la guerre de la Tripolitaine dans 1913, il était contre la guerre et tout ça, mais il a remarqué que les prolétaires italiens, ils étaient très fiers des victoires des Italiens contre les Ottomans. Il a remarqué, mais Otto Bauer, il a raison. En effet, le sentiment de nation est plus fort que le sentiment de classe. Et en effet, les gens ne sont pas prêts à mourir pour sa classe, mais ils sont prêts à mourir pour sa nation. Et alors, pourquoi pas utiliser le concept de nation comme un mythe de Sorel pour encourager les gens à embrasser la cause socialiste, comme Bauer l'a proposé. Pourquoi pas dire
on lutte pour l'Italie, mais pendant qu'on lutte pour l'Italie, on lutte pour le socialisme, parce que les gens ne sont pas prêts à mourir pour le socialisme, mais ils sont prêts à mourir pour l'Italie. Le sentiment de nation, il est très fort. Alors il a commencé à faire ce mariage entre socialisme et nationalisme. Et quand la Grande Guerre a commencé, déclenchée en 1914, le Parti socialiste italien s'est divisé en 3 groupes. Il avait 2 groupes, les socialistes, les communistes réformistes et les communistes révolutionnaires. Mais les communistes révolutionnaires sont divisés en 2 groupes. Les communistes révolutionnaires interventionnistes et les communistes révolutionnaires non interventionnistes. Les non interventionnistes ont abouti aux communistes, les autres aux fascistes. Les interventionnistes, qu'est-ce qui s'est passé en 1914? La guerre a commencé en Europe et il avait la 2e internationale des socialistes et communistes qui ont dit les travailleurs de tout le monde, il n'y a pas de nation, on est des frères et tout ça. Mais dès le moment que la guerre a commencé, 1914, les communistes allemands ont soutenu le gouvernement allemand. Les communistes français ont soutenu le gouvernement français. Et les communistes anglais ont soutenu le gouvernement anglais. Alors Mussolini, en Italie, il a dit, mais la 2e internationale est morte. Le internationalisme du communisme, ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots parce que quand la réalité elle arrive, tout le monde devient national. Alors, il y a le socialisme allemand et en effet un socialisme nationaliste. Et en effet, Engels, il a écrit avant la guerre, avant de mourir, parce que après la guerre franco-prussienne 1870, c'était clair qu'une autre guerre aurait lieu. Et Engels, il a écrit aux communistes allemands à dire quand cette guerre va devenir, il faut soutenir l'Allemagne, toujours l'Allemagne. Et alors, ce que les communistes allemands ont fait, c'est cette idée d'Engels. Et Mussolini, il parlait l'allemand. Il a lu Marx et Engels dans l'original en allemand. Il inclut beaucoup de références xénophobes qu'ils avaient. Par exemple, Engels, il a écrit un tas de textes où il a dit il faut exterminer les petites nations, il faut exterminer les Tchèques, il faut exterminer toutes ces peuples poubelles, qu'il les a appelés. Engels, il était un nationaliste très fort, il était comme Marx, ils étaient des pan-germanistes. Marx, en plus, il était antisémite, ils ont fait des références raciales très fortes. On trouve par exemple des textes d'Engels où il fait l'éloge de l'esclavage. Il a dit que l'esclavage c'était le progrès humain. Il a dit que l'esclavage aux États-Unis et au Brésil, c'était très important pour le progrès humain. Marx a écrit, par exemple, sur la critique du programme de Gotha, un livre qu'il a écrit à la fin de sa vie. Il était contre, il a écrit, en une phrase, il a dit « Tous ceux qui sont contre le travail des enfants sont des réactionnaires. » Tous ceux qui sont contre le travail des enfants sont des réactionnaires. Ça, c'est écrit par Marx dans la critique du programme de Gotha. Et alors, il y avait un tas de choses qui étaient écrites, qui, évidemment, aujourd'hui ne sont pas acceptables, mais à cette époque-là, elles sont là dans les textes. Par exemple, on trouve chez Le Capital une phrase de Marx où il dit il y a plusieurs facteurs de production et un facteur de production, c'est la race. Il y a des races qui sont plus productives que des autres. Ça, c'est inacceptable aujourd'hui, mais ça est écrit dans le Capital. Okay? Et tout ça a été lu et relu par tous ces socialistes. Et ils connaissaient ça. Alors, le moment où ils ont fait le mariage entre socialisme et nationalisme, ils ont commencé à faire attention à ces textes de Marx et d'Engels. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Mussolini il a dit bon, puisque les communistes allemands sont pour son pays et les communistes français sont pour son pays et les Anglais aussi, alors il n'y a pas d'internationalisme. Ça, c'est un mensonge. Et en effet, ce qu'on remarque, par exemple, c'est que les Italiens qui émigrent,
ils deviennent des prolétaires dans les autres pays. Et les travailleurs des autres pays exploitent les prolétaires italiens. Il n'y a pas de solidarité. Les prolétaires anglais et les prolétaires américains, en Amérique, à New York, ils exploitent. Il n'y a pas de solidarité envers le prolétaire italien. Alors, cette solidarité ne sont que des mots. Ils ne sont que des mots. Comme on voit avec le déclenchement de la guerre en Europe et les partis socialistes à soutenir ces gouvernements. Alors, il a commencé à dire non, il faut que l'Italie elle soit aussi dans la guerre. Il faut encourager le nationalisme comme un mythe sorélien pour encourager les gens à faire la révolution socialiste. Et après la guerre, que la guerre est finie, l'Italie était là dans la guerre, en 1919, les communistes interventionnistes italiens ont créé les fasce di combattimenti. Les fasci di combattimenti, ça veut dire les mouvements fascistes. Ils l'ont créé en 1919. Ce sont des communistes qui ont créé ça. Fasci, qu'est-ce que ça veut dire fasci? Fasci, c'est... je ne sais pas les mots en français. Vous savez quand... Comment est-ce que se dit trigo? Alors, le blé... Trigo, okay. Le blé, il est très faible, chaque blé. Mais quand vous avez beaucoup de blé ensemble, ça devient fascio. Tout ensemble, c'est très fort, c'est pas facile à détruire. Alors tout le monde ensemble devient très fort. Chaque doigt, quand il est seul, il est faible. Mais tout ensemble, ça devient fort. C'est le même concept. C'est ça, fasci. Fasci, ça veut dire tout le monde ensemble, ça devient fort. Alors, les fasci des combattimenti ont été créés en 1919. Et ça a abouti évidemment au Parti national fasciste. Et son programme, c'est très intéressant. Le programme du fasci des combattimenti, c'était la semaine de travail de 8 heures. Ils exigeaient 8 heures de travail, pas 12 heures, comme ils avaient à cette époque-là. Le salaire minimum, qui n'existait pas. Les fascistes, ils ont exigé le salaire minimum. Ils ont exigé que le prolétariat prend compte des entreprises. Ils ont exigé la nationalisation de beaucoup d'entreprises. Alors, c'est tout un programme socialiste, évidemment, parce que c'était un mouvement socialiste. Ils sont arrivés au pouvoir avec des alliances avec des mouvements non socialistes aussi, surtout dans la campagne des mouvements traditionnels. Alors le fascisme est devenu très socialiste dans les villes et très conservateur dans la campagne, parce qu'il avait aussi les occupations sauvages des entreprises et des usines, tout ça. Et ils ont créé les concepts du corporativisme. Qu'est-ce que c'est ça? On dit ça en français, corporativisme ou corporatisme? Corporativisme. Alors, le concept, c'était ceci. Bon, il avait la révolution en 1917 en Russie et les choses ne marchaient pas bien. Alors, Mussolini, il a dit, bon, Lénine, il est un très grand homme, c'est formidable ce que les communistes font en Russie, mais il y a des problèmes parce qu'il y a de la faim. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient de la faim et tout ça. Il a dit, bon, ça ne va pas. Alors, le problème, c'est que dans le système communiste soviétique, dans la Russie, l'État, c'est un capitalisme d'État où l'État, il est le patron. Et dans les situations où l'État, il est le patron, en effet, ce qui se passe, c'est que personne n'est le patron. Parce que quand je travaille pour l'État, pour moi, c'est la même chose. S'il y a du succès ou s'il n'y a pas de succès, j'ai toujours mon salaire et ça va aboutir à une décadence. Alors, ce qu'il a proposé, c'est le corporativisme, c'est que les travailleurs prennent le commandement des entreprises. Ils deviennent eux-mêmes les patrons. OK? Par exemple, l'administration, il aura toujours un représentant des travailleurs. En effet, cette idée aujourd'hui, on trouve cette idée en Allemagne. Beaucoup des entreprises allemandes avec beaucoup de succès, ils ont chez le management, comme on dit, la gestion, il a toujours un représentant des travailleurs.
Et ça donne une sorte de paix sociale, parce que du point de vue des fascistes, puisqu'ils étaient des communistes, évidemment, ils disaient l'état naturel de la société humaine, c'est la lutte des classes. Mais il faut imposer la coopération des classes. C'est une idée de Bernstein chez la social-démocratie. Il ne faut pas la guerre constante, la guerre civile, non. Il faut la coopération entre les classes. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une dictature. Parce que l'état naturel, c'est la compétition entre eux, mais il faut imposer la coopération. Et alors, il faut imposer la dictature. Et ils ont créé toutes ces idées, qui sont des idées socialistes, mais des variations. Des variations vraiment comme le christianisme dont je vous ai parlé. Il y a les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les coptas et tout ça. C'est la même chose ici. Nous trouvons les anarchistes, les communistes, les socialistes, les sociodémocrates, les fascistes, sont tous des mouvements rivaux. Ils ont créé aussi le concept de socialisme des nations. Ça veut dire, le concept des fascistes, il y a des nations capitalistes et il y a des nations prolétaires. L'Italie, elle est une nation prolétaire. L'Angleterre, elle est une nation capitaliste. Dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, Mussolini, il a écrit et a parlé dans un entretien souvent que après la guerre est finie, on va créer une Europe socialiste où les nations riches, il a appelé ça une communauté européenne socialiste, où les nations riches vont donner de l'argent aux nations pauvres. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un petit peu, c'est le même concept. Alors l'influence qu'on trouve ici de Bernstein chez les fascistes aussi. Il n'y a pas une chose que les fascistes ont dit, il n'y a pas des classes qui sont dominantes sur deux autres, sont toutes égales. C'est une idée de Bernstein. Alors, il y avait des influences. L'utilisation de la violence, c'est une idée de Sorel, très forte chez les communistes, très forte chez les fascistes. On trouve toujours les mêmes choses. Alors, et le plus intéressant, à mon avis, c'est que toutes ces idées, finalement, elles sont arrivées partout. Parce que, si vous regardez, c'est très intéressant, je parlais sur ça à mon éditeur de la Bulgarie. Il m'a raconté, bon, mais vous savez, dans les années 90, un écrivain bulgarien, s'appelait Gelev, il a écrit un livre sur le fascisme en Bulgarie dans les années 30 et 40. Le livre s'appelait Fascismus. Okay? C'est une œuvre littéraire. La censure communiste a autorisé la publication du livre. Il a été publié en Bulgarie. Et après 2 semaines, le livre a été interdit. Pourquoi? Parce que quand les gens lisaient le livre, où le mot socialisme n'apparaît jamais, seulement le mot fascisme, et les gens se sont rendus compte que la description de la réalité de la Bulgarie dans les années 30 sur le fascisme, c'était la même réalité qu'ils avaient sur le communisme dans les années 90. Pardon, dans les années 80. Et le livre a été interdit par la censure. Vous savez, le fascisme, il avait la censure, le communisme aussi, parce que ce sont des idées très similaires. Et en effet, Gelev, après la chute du communisme, ça veut dire la chute du fascisme en Europe, il est devenu le premier président élu de la Bulgarie. Il est devenu président après écrire ce livre-là. C'est très intéressant. Et on trouve ces idées partout. Par exemple, si vous allez à Cuba, du communisme de Fidel Castro était un chef nationaliste. Il voulait l'indépendance réelle envers les États-Unis. Il avait une indépendance formelle, mais les Américains dominaient Cuba. Alors il a dit non, c'est pas. Il était un nationaliste. Il a souvent dit je suis devenu socialiste après être un nationaliste. Ok. Et le slogan, comment on dit en français le slogan? Le slogan, ok. Le slogan en Cuba, c'était Patria o muerte venceremos. Ça veut dire patrie
ou mort, on vaincra. On trouve dans ce slogan pas le mot socialisme, mais le mot patrie, le mot nation, il est là. Et c'est une chose très intéressante, la question. On évite l'utilisation du mot nation ou nationalisme, on utilise le mot patriotisme. Mais c'est seulement un changement de mot, parce que le concept c'est le même. Le concept c'est le même. Et on trouve par exemple avec la Venezuela aujourd'hui, le slogan c'est Patria y socialismo venceremos. Patrie, nation et socialisme. Nation, socialisme. Le national-socialisme, encore la même chose. En Corée du Nord, c'est un État fasciste, mais il se présente comme un État communiste. Mais si vous allez en Corée du Nord, par exemple, l'hymne national s'appelle la chanson patriotique. Si vous allez au métro à Pyongyang, dans le métro, il y a des images du pays et, très important, la chanson nationale, l'hymne national, il sonne toujours dans le métro, tout le temps, tout le temps. Ils ont interdit les vêtements qui ne sont pas coréens. Et même ils ont fait en Corée du Nord, dans le vocabulaire coréen, ils ont interdit des mots, par exemple, d'origine chinoise. D'origine étrangère n'est pas acceptable. Seulement le coréen. Et ils ont écrit des textes contre le mélange racial. Non, ce n'est pas socialiste ça. Pas le mélange racial. Les mélanges culturels, non. Alors c'est vraiment du national-socialisme. C'est du fascisme. Parce que le fascisme, qu'est-ce que c'est le fascisme? Le fascisme, c'est dictature nationaliste et socialiste. OK? Quelquefois, on utilise le socialisme comme un instrument pour le nationalisme. D'autres situations, on utilise le nationalisme comme un instrument du socialisme. Mais c'est toujours socialisme, nationalisme. On trouve, par exemple, chez le bloc de l'Est, en Yougoslavie, on connaît que le communisme yougoslave, il était très nationaliste, Tito. Il disait non, la Yougoslavie, elle est derrière et n'est pas sous l'influence du communisme de Russie. L'Albanie, c'était la même chose, très national. Et même, c'est très intéressant, chez l'Union soviétique, où il avait le discours internationaliste, mais l'Union soviétique, c'était un pays très, très, très nationaliste. Et par exemple, la Seconde Guerre mondiale, vous savez comment les communistes appelaient la Seconde Guerre mondiale en Russie, même aujourd'hui, elle est connue avec l'expression la Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique. Et c'est très intéressant. Vous savez quelle est l'expression que les fascistes en Italie donnaient à la Seconde Guerre mondiale? Guerre prolétarienne. Guerre prolétarienne. Toujours des mots, des concepts socialistes qui étaient là. Alors, nous avons ici un mouvement de bloc de l'Est qui est devenu beaucoup plus nationaliste, même s'il a retenu une rhétorique internationaliste. Et nous avons des pays fascistes avec tous ces mouvements nationalistes, mais aussi socialistes. J'ai pris par exemple des mesures du gouvernement fasciste de Benito Mussolini. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce que Mussolini a fait en Italie? Il a imposé 8 heures de travail. Il avait 12 heures, comme je vous ai dit. Il a assurance contre les accidents de travail, assurance pour la maladie des travailleurs, pour des formations professionnelles. Il a créé la subvention pour le 3e âge. Il n'existait pas en Italie. C'était les fascistes qui ont créé ça. Puis, subvention pour les chômages qui n'existaient pas. Ce sont les fascistes qui ont créé. Ce sont des mesures socialistes, absolument. Subvention pour la maternité. Une femme qui devient enceinte, a un enfant, elle a le droit à une subvention, comme les chômeurs, tout ça. Ce sont des idées des fascistes, évidemment, et socialistes. Assistance sociale, les chèques de famille, pour donner de l'argent aux familles. La contratation collective de travail, un concept aujourd'hui totalement communiste. C'était un concept fasciste aussi.
l'indemnisation quand on est au chômage pour perdre le travail. Il a une subvention pour ça. Il a créé ça. Des bourses pour les étudiants qui n'ont pas de l'argent. C'est une idée qui n'existait pas en Italie. C'est les fascistes qui ont créé ces idées. Des vacances qui sont payées, qui n'existaient pas. Les gens avaient des vacances. Si on a des vacances, on ne reçoit pas le salaire. En Italie, c'était les fascistes qui ont créé ça. Alors, nous avons un tas de politiques qui sont en effet des politiques socialistes. Et si vous remarquez aujourd'hui, vous regardez par exemple le mouvement d'indépendance sous la colonisation européenne, sont des mouvements avec une forte idéologie socialiste, évidemment communiste, mais c'était des mouvements nationalistes, parce qu'ils voulaient l'indépendance. Ho Chi Minh, au Vietnam, il a dit j'étais premièrement nationaliste et après socialiste. J'étais attiré par Lénine, non par son socialisme, mais par son nationalisme. C'est Ho Chi Minh qui a dit ça. Et si vous remarquez aujourd'hui, tous les mouvements xénophobes européens, ils sont très forts dans les pays anciens communistes. La Pologne, l'Hongrie, la République tchèque. Le Pengide, c'est le mouvement anti-musulman et très xénophobe en Allemagne. Il a commencé à Dresden. C'est un mouvement de Dresden. C'était dans l'Allemagne communiste, la DDR. Alors, on trouve tous ces mouvements qui diffèrent. Et alors, si vous remarquez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Venezuela, où le slogan c'est Patria y socialismo venceremos, ok? En Venezuela, vous remarquez par exemple que Maduro, il a fait ce qu'Hitler a fait à Berlin dans les années 30, il n'aimait pas le Parlement, alors il a changé le Parlement, il a créé le Parlement, la Constituinte. Il a choisi les députés. Les députés élus par le peuple, ils ne sont plus là. Hitler l'a fait en Allemagne dans les années 30 et Maduro en Venezuela, il l'a fait l'année dernière. Aussi, on trouve dans Venezuela les milices avec des armes, alors des civils du parti avec des armes. Et on trouve ça avec les chemises rouges en Russie avant la Révolution, avec la Révolution. Et puis on trouve la même chose avec les chemises noires en Italie, les fascistes, et les chemises marron, les chemises marron en Allemagne, chez les national-socialistes. Et on trouve ça aujourd'hui en Venezuela. Les milices qui sont armées pour faire face, ils se disent toujours évidemment, des représentants l'avant-garde du peuple, le concept d'avant-garde qu'on trouve chez les communistes soviétiques et chez les fascistes, c'est un concept de Sorel, on trouve aussi dans la Venezuela. Alors, la Venezuela est en effet un État fasciste, avec un autre nom. Regardez, imaginons, Rosa, elle est là, et je dis, Rosa, je vous aime bien. Et puis, je la tape. Et puis, je dis non, mais vous aimez bien. Et puis, je la tape encore. Et une troisième fois, je dis, je vous aime bien. Et puis, je la tape. Est-ce qu'elle croit à ce que je dis ou est-ce qu'elle croit à ce que je fais? Parce qu'ils sont en contradiction. Vous comprenez? Alors, on trouve ici beaucoup de choses qui le discours, il présente une chose, mais la réalité, il est une autre chose. Quand il y a une contradiction entre le discours et l'action, il faut croire à l'action, pas au discours. Le discours, il existe pour cacher l'action. OK? Il dit, non, je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Mais, en effet, ce qu'il dit, c'est qu'il est un nationaliste. Les politiques, elles sont là. On trouve toutes ces idées parce que, finalement, l'internationalisme, comme évidemment Otto Bauer a remarqué très bien, c'est un concept libéral. Aller au-delà, le capital n'a pas de frontières. Alors, ce concept d'aller au-delà des frontières, c'est un concept libéral. Ce n'est pas un concept socialiste. Parce que, comme Mussolini disait, et Bauer et les autres, le peuple n'a que la terre. C'est très intéressant, au Portugal, nous avions la Coupe d'Europe en 2004.
nous avons perdu la finale. Alors, on comprend votre sentiment aussi. Et alors, nous avons perdu la finale en 2004. Et c'est très intéressant parce que notre entraîneur, c'était un Brésilien, Scolari. En Brésil, on l'appelle Philippin parce qu'il est Philippe, mais au Portugal, on ne connaît pas Scolari. Et Scolari, il a fait une chose, c'est que nous avions l'État nouveau, c'était le régime fasciste portugais, c'était un nationalisme socialiste aussi, d'une certaine façon, mais d'un socialisme catholique. Mais ce discours nationaliste, c'est pas très bien au Portugal. Et un jour, Scolari, il est l'entraîneur de l'équipe nationale, il a dit « Je veux des drapeaux portugais partout ». Et pour les gens, c'était un petit peu un choc, mais des drapeaux, mais ça du nationalisme, ça c'est compliqué. Hein. Mais puisqu'il était brésilien, il pouvait le dire. Et c'était un étranger qui dit aux Portugais pour avoir les drapeaux. Alors, les gens ont commencé à montrer les drapeaux. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé parce que j'ai remarqué, vous voyez dans la rue une Mercedes, pas de drapeau, les voitures. Une BMW, pas de drapeau. Une voiture de luxe, pas de drapeau. Une Fiat, une petite Renault ou un petit Peugeot, toujours le drapeau. OK? Les immeubles, une maison très bien, pas de drapeau. Les appartements pauvres, partout les drapeaux. Alors c'est l'idée que le peuple, il a sa terre, sa nation, c'est ce qu'il a. Il n'a plus de rien. Très intéressant, j'étais à Londres au jour du Brexit. J'étais envoyé par la télévision portugaise pour faire le reportage du Brexit. Et j'ai fait la campagne avec le Parti socialiste anglais, c'est le Labour Party. Et on allait aux portes pour appeler aux gens, parce que le Labour, il était pour le Remain, pour être dans la communauté européenne. Et le chef de ce groupe, il m'a dit, bon, vous savez, il m'a amené à une rue, il avait des maisons très bien, il avait un quartier social, des maisons de pauvres, il a dit. Il a fait ça sur la télévision, je l'ai interviewé. Il a dit, vous voyez ces maisons là, des belles maisons de la classe moyenne, ils vont voter Remain. Vous voyez le quartier social, les gens pauvres, ils vont voter Brexit. Les gens les plus nationalistes, c'était les gens de l'électorat socialiste, pas de l'électorat libéral. Parce que l'électorat libéral, il est cosmopolite. Il veut rester dans la communauté européenne. Pour lui, il n'a pas de problème avec les frontières. Mais pour le peuple qui n'a rien, c'est ce que Mussolini disait, parce que Mussolini il utilisait le concept de nation comme un mythe sorélien pour encourager les gens à embrasser la révolution socialiste des fascistes. Et on trouve toujours la même chose. Et si vous remarquez bien, j'ai fait, après regarder tout ça, j'ai demandé à mon éditeur français, envoyez-moi, je veux lire le programme électoral du Front National en France. Et alors j'ai lu. Et si vous lisez, c'est très intéressant parce que vous trouverez là, il faut le drapeau français partout. Il faut au commencement de la classe de chanter la Marseillaise. Alors, il a toutes ces idées nationalistes. Mais après, on trouve aussi, il faut taxer le grand capital. Il faut augmenter les subventions aux retraités. Il faut alors des mesures socialistes, du nationalisme socialiste. Et c'est très intéressant si vous remarquez ce qui s'est passé en France. Le premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a gagné. Pour le deuxième tour, elle a fait l'appel à qui? Elle a fait l'appel à Mélenchon, ou l'électorat de Mélenchon. Et Mélenchon, qui était supposément l'extrême gauche, il a dit non, je ne veux pas dire mon électorat pour ne pas voter à Marine Le Pen. Alors vous trouvez toujours les mêmes idées. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, pour finir ma présentation sur le fascisme, quand on dit gauche et droite, on trompe les gens. Parce que gauche et droite sont des concepts du XVIIIe siècle, 1700,
c'est la Révolution française, les États généraux. Général, on dit ça aux généraux. Généraux, les États généraux en France. Le concept gauche et droite, il réfléchit, elle représente une réalité politique de la France du XVIIIe siècle. Pourquoi au XXIe siècle, on utilise le même concept, qui est évidemment tout à fait dépassé. Si je dis, il y a une fille qui est belle, et il y a une fille qui est extrême belle, je veux dire que l'extrême belle, ça veut dire c'est la belle au plus. OK? Si je dis la droite, voilà la droite. OK? La droite, elle est libérale. Voilà l'extrême droite. Alors, ça veut dire que l'extrême droite, elle est extrêmement libérale. Mais ce n'est pas le cas. Alors, en effet, nous n'avons pas d'extrême droite. Nous n'avons pas droite et gauche. Nous avons socialisme et libéralisme. Et nous avons des mouvements qui mélangent les deux. La social-démocratie, c'est un mélange. Utiliser la production capitaliste pour générer la richesse et utiliser la distribution socialiste pour partager cette richesse créée par la... Ça, c'est un mélange de concepts. Nous pouvons avoir un libéralisme pur, c'est ce que les Américains, ils ont évidemment, et les Chinois, ils sont devenus très forts, très compétitifs, mais avec des très grandes inégalités, mais très forts. Et vous pouvez avoir du socialisme total. Et là, c'est le problème, mais qui va créer la richesse. Et alors, ce que je pense, c'est que dès le moment qu'on comprend qu'il n'y a pas d'extrême droite ou de gauche, ça n'existe pas. Il y a des mouvements socialistes ou libéraux. Il y a des mouvements socialistes avec rhétorique internationaliste ou rhétorique nationaliste. Mais la pratique, je vous assure, c'est toujours nationaliste à la fin. C'est toujours nationaliste, même si la rhétorique, elle est différente. On commence à comprendre tout. On commence à comprendre le Brexit, on commence à comprendre le Front National. Le transfert de l'électorat en France, ça ne vient pas des partis libéraux. Ce n'est pas l'électorat libéral qui va voter pour le Front National. Les votes, ça vient du Parti communiste et du Parti socialiste. Le transfert, c'est là. Et c'est très intéressant. J'ai fait un test doctorat sur ce sujet chez la Sorbonne, c'est pourquoi je suis très dans le sujet. Et j'ai vu une déclaration de Georges Marchais. Georges Marchais, c'était le chef du Parti communiste français dans les années 80, je pense. Les années 80, peut-être 90. Il a une déclaration de Georges Marchais où il dit « Il faut arrêter avec l'immigration légale et illégale. Il faut protéger les travailleurs français. » Georges Marchais, Parti communiste, dire ça, ou Marine Le Pen, Front National, c'est la même chose. Parce que les mots sont vraiment les mêmes. C'est seulement nous que on nous a vendu cette message de liaison, différence entre gauche et droite, extrême droite et tout ça. Ça va aboutir à une confusion et ça nous empêche de voir clair sur vraiment les enjeux. Une autre chose très importante à dire, pour conclure, les mouvements fascistes, soit qu'ils s'appellent fascistes ou soit qu'ils s'appellent communistes, mais sont toujours des mouvements fascistes, ça veut dire dictature socialiste nationaliste, on trouve toujours dans les pays sous-développés. Les pays développés, et on ne trouve pas ça. On peut trouver, par exemple, on peut poser la question, mais est-ce que le Front National est un mouvement fasciste? Je dirais non. Je dirais peut-être proto-fasciste, mais pas fasciste. Pourquoi? Parce que le fascisme, c'est dictature socialiste nationaliste. Et chez le Front National, on trouve socialisme, on trouve nationalisme, mais que je sache, ils ne défendent pas la dictature. Que je sache. Et dans ce sens, ce n'est pas fasciste, ça pourrait être proto-fasciste. Ça, c'est dans le chemin d'y arriver, mais pas là encore, parce qu'il n'y a pas de dictature que je sache. Bon, si ça arrive au pouvoir, ils changent des choses, mais je ne crois pas qu'ils n'arriveront pas au pouvoir. Parce que dans une société développée, ces idées ne marchent pas. Le seul pays qu'on trouve en fascisme, le seul pays développé qu'on a trouvé en fascisme, c'était en Allemagne, dans les années 30. Mais les conditions d'Allemagne des années 30, ce sont des conditions d'un pays sous-développé. Parce que l'Allemagne, elle venait de la guerre, et là, il avait des indemnisations pour payer aux Alliés, et en plus, ils venaient d'une très grande humiliation.
Et c'est pourquoi et c'est le seul pays sous-développé qui a un régime national-socialiste. Tous les autres, soit qui s'appellent communistes ou non, mais sont sous les pays sous-développés. Je trouve par exemple, je suis né au Mozambique, en Afrique. À cette époque-là, il avait l'Empire portugais et le mouvement de libération, soutenu par les régimes communistes, l'Union soviétique, la Chine. On est arrivé à l'indépendance et on trouve que ces pays, ils ont créé des pays, ils avaient un projet nationaliste. Les pays comme Mozambique, par exemple, c'était un projet nationaliste parce qu'ils voulaient l'indépendance. Alors, ils voulaient sa nation. Et ils ont imposé un régime socialiste. Alors, c'est national-socialiste, en dictature. Alors, dans ce sens, c'était un fascisme. Même si on n'utilise pas le mot. Même si le mot devient presque une insulte. Mais techniquement, du point de vue académique, c'est vraiment un régime fasciste. Et l'intéressant, c'est que dès que le communisme est tombé, ils ont changé d'idéologie. Ils ont devenu évidemment pro-occidental. Mais en effet, son projet était toujours un projet nationaliste. Et le socialisme, c'était un moyen pour y arriver. Comme ils pouvaient utiliser, comme maintenant ils utilisent une autre idéologie. Parce que ce qu'ils voulaient, et c'est absolument légitime, ils voulaient l'indépendance, ils voulaient sa nation. C'était un projet nationaliste. Et c'est très intéressant aussi, on remarque aujourd'hui Catalogne, en Espagne, jusqu'à côté. Vous savez que le mouvement indépendantiste, c'est un mouvement de gauche, c'est un mouvement socialiste. C'est la izquierda catalan sont les plus radicaux dans le mouvement de souveraineté. Même au Portugal, aujourd'hui, il y a des mouvements contre l'Union européenne, c'est les partis communistes. C'est la souveraineté. Pour eux, pas pas l'Europe, non, c'est la nation. Ils disent toujours une politique patriotique contre le capital européen, contre l'Europe. C'est toujours le discours nationaliste, c'est toujours un discours là qu'on trouve socialiste. Et quand on comprend ça, écoutez, je présente ces idées, mais sans les juger. Sans les juger. C'est légitime être nationaliste, bon, si vous voulez. Bon, il y a des avantages, il y a des problèmes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les idéaux que nous avons aujourd'hui sont en général des idéaux libéraux. Si vous lisez, par exemple, la Bible du libéralisme, c'est un livre de John Stuart Mills qui s'appelle On Liberty, sur la liberté, où il dit nous avons la liberté de faire ce qu'on veut. Nous avons la liberté d'être ce qu'on veut. Nous avons la liberté de penser et de dire ce qu'on veut. Dès qu'on ne fait pas des conséquences négatives de la violence. C'est la seule limite. Mais au-delà de cette limite, on peut être ce qu'on veut. Alors, toutes ces idées d'être la communauté homosexuelle, d'avoir ses droits et tout ça, sont des idées libérales. Qui on peut se marier ou non sur les idées socialistes. Par exemple, au Portugal, le parti qui a plus grande résistance à l'homosexualité, c'est le Parti communiste. Parce qu'évidemment, ce sont des idées libérales et ça ne marche pas très bien. Alors, c'est très intéressant, je pense, parce que nous sommes dans un moment, après que la Seconde Guerre mondiale est finie, après que la guerre froide est finie, on peut commencer à parler de ces sujets qui étaient des sujets tabous. On ne pouvait pas dire ces choses-là il y a quelques années. C'était interdit. Même aujourd'hui, c'est un petit peu étrange. Mais il y a des historiens qui commencent à parler sur l'histoire des idées. Parce que c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui ici, c'est de l'histoire des idées. Comment ces idées ont apparu, comment elles étaient démonisées ou sanctifiées. Ça, évidemment, c'est le résultat de la guerre qui donne la réponse à ça. Et je pense qu'avec cette révision sur l'histoire des idées, on peut comprendre, je pense, un petit peu mieux notre monde. Alors, si on me pose la question, est-ce que le fascisme, il existe encore? Il a existé toujours, même sous un autre nom. La dictature socialiste, nationaliste, oui, elle est partout. Il y a même dans les démocraties libérales,
comme la française ou la portugaise ou l'anglaise, il y a toujours des mouvements qui ont ces idées. Et c'est légitime, puisque le libéralisme, c'est la liberté de penser et de dire ce qu'on veut, dès qu'on ne cause pas des conséquences négatives aux autres gens. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition.